Il y a un événement que tout le monde connaît, mais que peu de gens comprennent vraiment. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, Jules César est assassiné. Et dans l'imaginaire collectif, on pense des sénateurs le poignardent, fin de l'histoire. Sauf que non. Parce que ce meurtre, en réalité, c'est un effet domino. Des détails minuscules, des décisions prises sous pression, une foule imprévisible et un adolescent de 18 ans qu'on sous-estime complètement. Alors déjà, il faut comprendre le contexte. On est à la fin d'une séquence de guerre civile, César enchaîne les victoires, Pharsale, Thapsus, Munda, et à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de rival capable de lui résister. César accumule les pouvoirs. Un point est crucial, on peut dire qu'il a 3 pouvoirs. Le pouvoir religieux en tant que grand pontife, le pouvoir civil en tant que dictateur à vie, et le pouvoir militaire, général victorieux avec toute la propagande autour de Vénus Victrice et de la victoire. Et là, c'est le cœur du problème. À Rome, la dictature existe, mais normalement c'est temporaire. 6 mois pour une urgence, pas plus. Quand tu deviens dictateur à vie, tu donnes l'impression d'un truc que Rome déteste depuis 5 siècles, la royauté. Et justement, un épisode va mettre le feu. Quelques semaines avant l'assassinat, pendant les Lupercales, Marc-Antoine tend un diadème à César. César le refuse. Mais c'est trop tard, la rumeur s'installe. Il veut être roi. Et ce qui est fascinant, c'est que César est censé connaître parfaitement l'hostilité romaine envers l'idée d'un roi. Et pourtant, à ce stade, il est tellement au-dessus de tout que même un geste aussi symbolique devient explosif. Résultat, un cartel se forme, pas une équipe unie non, plutôt un mélange de césariens déçus qui estiment ne pas avoir été reconnus politiquement, des anciens pompéens et des proches du camp de Caton, les républicains les plus durs. Le point commun, ce n'est pas on veut tous la même vision de Rome, le point commun c'est on veut qu'il disparaisse. Et au milieu de tout ça, il y a un nom, un symbole, une caution, Brutus. Brutus est important pour une raison simple. Si Brutus participe, le meurtre peut se vendre comme un acte républicain, presque héroïque. Brutus est réputé pour son intégrité, et il aurait même une filiation symbolique. Il serait descendant du Brutus qui avait expulsé les rois de Rome. Et là, détail incroyable, des gens le poussent à trahir César. Il y a des graffitis, des billets, des messages. Tu dors Brutus, tu n'es pas Brutus. Imagine la pression psychologique. Ton nom est un monument. Et on te dit, si tu ne fais rien, tu trahis l'histoire. Sauf qu'ils font une erreur majeure. Le gros problème de tout cela, ils n'ont pas de suite. Ils pensent qu'il suffit de tuer César, de proclamer Rome est libre et que tout redeviendra normal. Or, comme Cicéron le dira ensuite, c'est un acte courageux mais avec une cervelle d'enfant. Parce que même mort, César laisse une légalité républicaine incarnée par Marc-Antoine consul et la force s'armée aux mains de Lépide, maître de cavalerie avec des troupes déjà positionnées dans les lieux stratégiques. Donc en gros, les conjurés tuent l'homme, mais ils ne détruisent pas le système. Et ils laissent les leviers du pouvoir à ses proches. La veille de son assassinat, César dort mal. Calpurnia, sa femme, fait un cauchemar prémonitoire où elle voit César complètement ensanglanté. Elle le supplie de rester. Le matin du 15 mars, César hésite. Le Sénat attend depuis l'aube dans la curie de Pompée. Pourquoi la curie de Pompée ? Parce que la curie du Forum est en travaux et qu'en plus c'est jour de jeu près du théâtre de Pompée. Et là c'est stratégique. Dans le Sénat, pas d'armes, pas de garde militaire massive. Les conjurés cachent les lames dans les toges ou dans les porte-documents de l'époque. Autre détail digne d'Apollard, sur le trajet, un ami grec veut avertir César. Il lui glisse un billet l'informant de son assassinat. Ils vont te tuer. César ne le lit pas. Et on dit même qu'il aurait encore le billet en main quand les coups tombent. Le complot tient à un fil. Et pourtant, César finit par venir. Dans la curie, tout s'enchaîne. Un conjuré, Trébonius, isole Marc-Antoine pour qu'il ne puisse pas intervenir. Les autres entourent César, l'agrippent sous prétexte de plaider une cause, puis les poignards jaillissent. César tente de se défendre, puis il voit Brutus. À cet instant, il s'arrête, il se couvre le visage. Selon la tradition, il murmure « Toi aussi mon fils ?» César est frappé 23 fois. Et il s'effondre au pied de la statue de Pompée. C'est une ironie presque trop parfaite. Le vainqueur tombe près de son vieux rival. À ce moment-là, le Sénat ne devient pas une salle de victoire, il devient une salle de panique. Les sénateurs fuient, la ville apprend la nouvelle, et la journée part dans le chaos. Les conjurés montent au Capitole, se barricadent, escortés par des gladiateurs, et très vite ils comprennent que ce n'est pas une libération, c'est un vide. Le vrai retournement, il arrive le 20 mars. Les funérailles de César tournent à l'émeute. Marc-Antoine montre la toge ensanglantée, lacérée. Le testament est lu, avec des libéralités pour le peuple, et la foule est chauffée à blanc par l'éloquence.
Les gens improvisent un bûcher sur le forum, entassent des bancs, des tables, tout ce qui brûle. Et l'émeute va jusqu'à l'horreur. Un tribun, Caius Aelius Cinna, est lynché et mis en pièces, parce qu'on le confond avec un homonyme associé au meurtrier. Là, c'est fini. Les conjurés n'ont plus la ville, ils doivent fuir. Dans le testament, César désigne comme héritier son petit-neveu, Octave, 18 ans, adopté légalement. Au début, personne ne mesure ce que ça veut dire. On voit un adolescent frêle. On n'imagine pas un futur monstre politique. Sauf qu'1 an et demi plus tard, Octave prend le nom de César, obtient le consulat sous la pression des légions, fait condamner à mort les meurtriers et déclare les Ides de Mars jour parricide. Autrement dit, en croyant supprimer César, ils ont fabriqué le chemin d'Auguste. Et c'est ça la leçon brutale. Les conjurés croyaient rétablir la République, mais supprimer César ne détruit pas le césarisme. Pire, Rome va garder la mémoire de César au point de le diviniser. Une comète apparaît pendant des jeux en son honneur, interprétée comme son âme qui monte au ciel. On élève un temple au divin Jules, et cette divination devient un modèle pour les empereurs ensuite. Et détail fascinant, sur le lieu même de sa mort, une équipe archéologique a identifié une énorme maçonnerie qui aurait servi à masquer, neutraliser l'endroit du sacrilège. Parce que tuer César, grand pontife dans une curie consacrée, c'est un double sacrilège. Donc au final, le meurtre destiné à sauver la République devient le meurtre qui ouvre la voie à l'Empire. Octave, devenu César, deviendra ensuite l'empereur Auguste.